C'est pour moi la meilleure action italienne, elle fait partie de ce top 12 que vous avez sous les yeux et elle est meilleure que Ferrari, donc ce n'est pas Ferrari. Elle est positionnée sur l'électrification mondiale dans plusieurs segments que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais aussi t'expliquer à quel prix je compte l'acheter pour mon portefeuille et pourquoi je compte l'acheter, surtout en regardant ses finances, ses estimations, ses guidances et son business au sens large. Cette action, c'est Prysmian qui est 7e dans le classement italien des entreprises qui vaut pour 44 milliards de dollars. En termes d'euros, ça donne un petit peu moins de 40 et ça donne surtout des stats qui sont exceptionnels pour l'entreprise. À commencer par son cours de bourse. Et d'ailleurs, le cours de ma bourse à moi, c'est mon compteur d'abonnés. Donc n'hésite pas à le faire aussi vite progresser que celui de Prysmian. Donc abonne-toi à la chaîne ou mets un like à cette vidéo. Tous les lundis, je te donne rendez-vous pour une analyse d'action qui sort un petit peu de l'ordinaire avec Prysmian pour cette semaine, avec peut-être Prosus pour la semaine prochaine qui m'a été beaucoup demandé, mais aussi des actions sur compte titre qu'on verra un petit peu plus tard. Sur 5 ans, on a un parcours de 309% pour Prysmian. Je m'approche un petit peu de l'écran. Sur 10 ans, on a 537%. Sur la dernière journée, on a même 2%. Sur le dernier mois, 4,59%. Et depuis le 1er janvier, on est à 45%. Vous allez me dire, mais 45% de hausse depuis le 1er janvier, l'entreprise n'est forcément plus intéressante, elle est forcément survalorisée et elle s'échange au moins à 50 fois ses bénéfices pour se payer aussi cher. On est à plus de 74% sur un an. Et quand tu regardes les ratios, on est à 26 fois les bénéfices. Alors, comment cela se fait, comment c'est explicable et pourquoi on va se retrouver à 12 fois les bénéfices de 2030 à la valorisation actuelle? Eh bien c'est simple, regardons dans ses finances et essayons de distinguer les différents secteurs de Prysmian. Je vais rentrer d'abord dans les finances globales, derrière on va regarder la segmentation de Prysmian et surtout à quoi correspondent ces segments-là et pourquoi ils sont vraiment intéressants. Et derrière, on ira faire tout ce qui est dernier résultat et surtout le juste prix et les révisions des estimations des analystes. Maintenant, en termes de chiffre d'affaires, on se rend compte d'une chose, c'est que Prysmian a eu des cycles, mais Prysmian s'est toujours assez bien sorti de ces cycles positivement et a fait depuis 2005 et son entrée en bourse en 2007, et bien multiplier son chiffre d'affaires en passant de 5 milliards à quasiment 20 sur l'année 2025. Donc c'est un x4 sur le chiffre d'affaires en 20 ans. Ça n'a rien d'exceptionnel, c'est du 13% de CAGR. Sur les 10 dernières années, on est à 11%. Sur les 5 dernières années, à 11%. Et on se dirige pour faire un petit peu plus que du 11% sur les 5 prochaines années. Pourquoi? Parce que Prysmian est leader international. Alors, il y a de la concurrence sur le marché, notamment avec Amphenol, mais et avec Nexans, est leader international du câblage, et notamment du câblage sous-marin. Donc, câblage qui va faire de très longues distances, qui va devoir être très résistant, et donc qui a un certain coût, et donc des marges un petit peu plus intéressantes. C'est le genre de câbles qui vont relier, par exemple, les parcs éoliens offshore situé en plein milieu de nulle part. Je vous prends l'exemple de Liverpool, qui est une très bonne ville en termes de parc éolien offshore. Je ne sais pas si vous l'avez déjà survolé en avion, mais c'est n'importe quoi, il y en a à perte de vue. Et justement, ça permet d'alimenter beaucoup de la population locale en énergie. Et justement, tous ces parcs-là éoliens sont reliés par des tubes immenses, remplis de câblages immenses, faits par Prysmian, en grande partie, et notamment ceux de Liverpool, ceux de Glasgow également, avec des projets un petit peu présents partout dans le monde. On va y venir un petit peu plus tard. En termes d'EBITDA, on s'en tape un petit peu, mais on se rend compte que, eh bien, ça en est très bien sorti sur les derniers semestres. En termes de résultats nets, qui est beaucoup plus legit et beaucoup plus facile à regarder. Là, on avait 11% de croissance pour le chiffre d'affaires sur les 10 dernières années, on en a 19. Sur les 5 dernières années, on a même 39%. Ça s'explique par une chose. Déjà, on a une croissance organique du business grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires, mais on a aussi une croissance de la rentabilité qui est, dans une industrielle, compliquée à avoir des grosses marges nettes. Là, pour le coup, on a atteint les 6% en 2025 et en 2030, avec 3 milliards, eh bien, on vise quasiment, et on vise même les plus de 10% de marge nette. Alors, comment cela se fait? Et on se rend compte d'ailleurs que c'est très facile à regarder sur Stocklens, l'outil que j'utilise et que j'ai co-créé, dans lequel tu as 14 jours d'essai gratuit en bio. Tu te rends compte assez facilement que les marges ont largement progressé. Alors, dans les années 2008-2009, il y a eu une grosse expansion de ces marges-là, avec des coûts qui avaient littéralement explosé sur les différentes énergies. Mais maintenant, on était plutôt entre du 2, 3, 4% sur les bonnes années. Et là, on atteint 6% de marge nette et on vise 10. Alors, c'est une entreprise qui va générer un max de cash et même si ce cash-là est en baisse entre 2024 et 2025, non, il est exactement égal,
Et en termes de free cash flow, eh bien, il est un petit peu meilleur, mais c'est un business qui va devoir dépenser énormément en CAPEX. Les CAPEX, je vous rappelle, c'est la différence qu'il y a entre les operating cash flow, argent qui vient sortir du business, et le free cash flow, le vrai argent comptable qu'on voit et qui peut être redistribué sous forme de deux formes possibles de toute manière, les rachats d'actions et les dividendes. Aussi simple que ça. Donc, à partir de ce moment-là, on sait qu'on n'est pas sur un business low asset. On a besoin d'investissement pour que ce business fonctionne, pour que les différents projets prennent place, notamment les projets offshore qui coûtent extrêmement cher et qui rapportent très cher également. On est par contre sur une dette qui est un petit peu élevée. Et ça, il faut le prendre en compte. On est à plusieurs milliards de dettes. Ça représente quasiment 3 fois les l'EBITDA sur les comptes de l'entreprise. On va prendre ça en compte justement. Et parce qu'il y a différents types de financement. Et donc on a 3,4 fois les l'EBITDA, quelque chose comme ça. Ça ne me choque pas. C'est à peu près les stats qu'on a sur du NJ, qu'on peut avoir également sur du Amphenol, qu'on peut avoir également sur du Veolia. Rien de choquant jusque-là, des retours sur investissement qui sont assez faibles. Pour une industrielle, c'est franchement pas trop mal. Il n'y a rien dans le rouge comme vous le voyez ici. Maintenant, on est sur une entreprise aussi qui verse un dividende. On est sur une entreprise qui verse un dividende à hauteur de 0,75%, donc un dividende très faible, mais qui est en croissance. Des rachats d'actions, alors pas constants et pas souvent, mais il y en a de temps en temps. Quand il y a du cash qui déborde, on va dire que, on le donne sous forme de rachat d'actions et on a vraiment un dividende qui est constant et distribué depuis beaucoup de temps désormais, qui a lourdement été constant justement, mais pas en croissance. Pendant longtemps autour des 2 à 3% de rendement. Là, on est beaucoup plus faible, mais on a de la croissance sur notre entreprise en elle-même. Alors, il y a une chose qui est à prendre en compte pour Amphenol, pour Prysmian, c'est qu'on est sur un très bon cycle actuellement. Puisque Prysmian, qui, vous le voyez avec tous ces projets ici, est positionné absolument partout dans le monde. Alors, c'est clic-molette en même temps. Je vous le disais, on est positionné proche de Liverpool sur différents parcs. On est positionné normalement aussi. Non, c'est pas eux à Glasgow, s'il y a un parc énorme éolien là-bas. Mais il y a des projets absolument partout dans le monde sur lesquels ils sont positionnés et tout simplement ont une expertise depuis une éternité. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'Amérique du Nord, c'est normal, c'est des pionniers de l'énergie. Et justement, ces pionniers de l'énergie-là, ils ont poussé vers le haut ce titre ces derniers temps. Pourquoi ? Parce que les bénéfices ont explosé. Tu as une chose, le câblage des data centers et la demande en énergie croissante de ces dernières années et des prochaines années qui est projetée. Et donc, c'est là qu'on a eu une explosion du cours parce que les estimations de bénéfices qui, dans un premier temps, avaient été baissées au courant de l'année 2025 et des tarifs douaniers qui avaient impacté du coup le coût des matières. Attention, c'est une entreprise qui est sensible au coût des matières, notamment les métaux, les cuivres, etc. Mais vous voyez surtout une chose, les estimations de bénéfices ont littéralement explosé à la suite de la giga demande qu'on a eue, surtout à la suite des bons résultats qui se sont enchaînés pour Prysmian. Et donc ça nous donne une réelle croissance qui est vachement haute sur le dossier. Et justement, en parlant de croissance haute, allons voir les résultats. Et laissez-moi vous expliquer ça, cette grille ici. Alors je me suis pris quelques notes parce que c'est pas forcément le truc le plus facile à retenir. Mais on a le segment transmission, qui est donc le segment dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est des câbles longue distance et donc qui sont offshore dans la plupart des cas pour relier les éoliennes au terrestre ou que sais-je. Mais on n'a pas une croissance qui est exceptionnelle sur ce câblage-là. Okay, on a 7,3% de croissance organique au premier semestre. C'est bon, mais ce n'est pas exceptionnel parce que Prysmian fait beaucoup mieux au sens large. Alors pourquoi ? Parce qu'on a aussi le segment Power Grid ou réseau d'énergie. Là, il y a deux choses qui sont prises dans ça. C'est dans un premier temps, tout ce qui va être data center et pas le data center en lui-même, mais relier l'infrastructure énergétique au data center, et c'est pour ça qu'on a 14,5% de croissance. Mais dans cette partie Power Grid, vous le voyez, déjà on a Industrial and Construction, non ça c'est dans l'électrification, mais on a aussi dans cette partie Power Grid la partie panneaux solaires, et le câblage des panneaux solaires est réalisé grande partie par Prysmian, en tout cas pour ce qui est de la France. Aussi par Amphenol pour ce qui est du reste du monde. Et là, on a une grosse croissance à 14,5%. Maintenant, on a autre chose, l'électrification. Et pour ça, l'industrie et la construction qui a toujours été le gros défaut de Prysmian. Pourquoi ? Parce que c'est cyclique. Ça dépend des chantiers qui sont signés. Cette partie-là, c'est un petit peu à l'instar de Technip Energy, qui va pouvoir avoir des chantiers énergétiques pendant un certain temps, qui a une expertise sur ça, mais qui malheureusement va subir le cycle de croissance économique de ces différents secteurs. Alors cette année, c'est porteur,
pas pour ce qui est des specialties, je ne sais pas exactement, je suis désolé, c'est le seul segment, je ne suis pas allé voir à quoi ça correspond. Mais l'électrification au global, c'est l'industrie et la construction et c'est le cœur même, mais ce n'est pas la croissance. Okay, c'est comme sur Vinci, le segment construction, c'est ce qui va rémunérer les employés, c'est ce qui va faire que la boîte va bien, mais ce n'est pas ce qui va apporter la croissance. Comme pour Vinci, ça peut être les concessions et l'énergie. Et bien là justement, on a la partie Digital Solution aussi, donc solution numérique, qui va donc introduire les différents réseaux et donc les différents câblages aussi longue distance mais terrestres, notamment pour la fibre optique par exemple, mais aussi pour relier les différentes infrastructures de réseaux et de réseaux tout simplement des grandes villes aux différents data centers et c'est là aussi où on vient rentrer en jeu et on a 13,8% de croissance. Alors en croissance organique, tu le vois ici, on a 7,2% de croissance organique du chiffre d'affaires. Ça ne paraît pas exceptionnel pour une entreprise qui est valorisée 27 fois ses bénéfices. Mais tu te rends compte d'une chose aussi, c'est qu'en termes d'EBITDA, eh bien, on est plus à 11,8. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que les services numériques, c'est 21,2% de croissance sur les l'EBITDA. C'est 19,9% pour le service transmission, donc pour les lignes longue durée, longue distance, c'est-à-dire longue durée. Et on a 10,9 aussi, là c'est un petit peu plus faible par contre pour tout ce qui va être réseau d'énergie terrestre. Pour l'électrification, on s'en sort à 8,7, le plus gros segment. Et donc on a un EBITDA qui est en grosse augmentation. Il y a une chose qui est bonne à prendre en compte aussi, je ne sais pas si on l'a dans les résultats, c'est, non on va aller le chercher directement sur Stocklens, c'est la segmentation géographique du business. Et là ça va être assez intéressant de le voir. On a quand même une majorité de MEA, donc Europe, Moyen-Orient et Afrique. On a Amérique du Nord avec un gros pourcentage aussi, 38% du chiffre d'affaires qui est réalisé là-bas, 7% en Amérique latine et 14,2% en Asie-Pacifique. Comme on l'a dit, on est positionné sur l'ensemble du monde, mais l'Occident à lui seul, même si ici on compte le Moyen-Orient et l'Afrique, eh bien représente 70%. Donc si on prend juste l'Occident, je pense qu'on est plutôt autour des 60%. Pour autant, la croissance ne vient pas du tout de l'EME avec uniquement 4,5%, elle vient plutôt de l'Amérique du Nord. Et l'Amérique du Nord, elle récupère, Prysmian en faisant ça, des parts de marché énormes auprès de qui ? Auprès de Amphenol qui est vraiment, je pense, parce que si on va dans concurrence, c'est la première qui va sortir et si c'est pas le cas, on va la mettre aussi. Ah oui, on pourrait avoir, ah oui, on a du beau monde, mais on va mettre Amphenol. On va se rendre compte d'une chose, on va faire un 1v1, c'est qu'en termes de valorisation, et derrière je vais vous donner mon juste prix, eh bien il n'y a pas photo entre les deux. Et en plus on a l'avantage fiscal du PEA, même si on reste sur l'Italie, avec une double imposition sur les dividendes à ne pas oublier. Même si les dividendes, bon, c'est pas ce qu'il y a non plus de plus important sur cette entreprise notamment. Prysmian c'est 26 fois les earnings, Amphenol 42. Ok, aussi simple que ça. Le price to free cash flow, Prysmian c'est 37 fois, ça reste beaucoup. Amphenol 46. Là on est vraiment sur un business qui se ressemble énormément. Amphenol va avoir une meilleure croissance, légère. Et ça c'est bon à savoir, notamment au niveau du chiffre d'affaires. Mais sa rentabilité est déjà instaurée, donc il n'y a pas de vraie différence, on va aller la voir très rapidement. Il n'y a pas de différence entre Prysmian et Amphenol au niveau de la croissance du résultat net et des free cash flow attendus. Donc sur Prysmian on a 22 fois les operating cash flow, Amphenol 37. Sur le forward PE, donc le PE projeté, donc le price earning projeté pour l'année 2026, on a 21 fois pour Prysmian, 29 fois pour Amphenol. Sur le PEG, donc price to earning growth, le PE divisé par la croissance attendue, on est à 1 en pourcentage, on est à 1,12 pour Prysmian, on est à 1,53 pour Amphenol. En gros, s'il y a une chose à bien comprendre, c'est que la capitalisation boursière de Prysmian, elle est de 42 milliards, quand celle d'Amphenol est de 226 milliards. Alors oui, on est sur une boîte italienne, donc forcément, on ne va pas avoir une capitalisation boursière à 200 milliards. Mais 200 milliards, ça représente déjà un solide top 100, à savoir pour Amphenol. Donc Prysmian a pas un potentiel top 100 monde, par contre a un potentiel top 50 Europe. Et ça prend en compte. Et le top 50 Europe, il se situe autour des 100 milliards de dollars de valorisation. Et pour quasiment le même chiffre d'affaires. On parle de 21 milliards pour Prysmian, 29 milliards pour Amphenol. Par contre, il y a une chose qui est très visible, c'est les marges. Et ça, c'est le gros problème de l'Europe, même si l'Italie, ça va un poil mieux que la France niveau imposition. C'est qu'au niveau de la marge nette, eh bien, on a en marge free cash flow, on a 4,72% pour Prysmian contre 16,25% pour Amphenol. Et c'est là où on va aller les comparer directement dans les finances. On va se mettre en vue avancée. Et on va tout simplement prendre trois choses. On va prendre le chiffre d'affaires,
On va prendre le résultat net et les free cash flow et on va aller le comparer face à Amphenol. Ou alors, vous savez ce qu'on va faire? On va aller directement sur Amphenol et regarder plus simplement ce que ça donne de leur côté, notamment au niveau des croissances à venir. Alors, sur les 5 dernières années, déjà, on fait une bien meilleure performance encore que Prysmian. Et surtout, vous voyez une chose et pourquoi Amphenol est pricé un petit peu plus cher, c'est qu'on va avoir potentiellement une meilleure croissance. Là où on parle de 50% du chiffre d'affaires en croissance pour Amphenol, eh bien on parle quasiment de 70 pour ce qui est de Amphenol, pardon. Et Prysmian, c'est 50. Par contre, en termes de résultats nets, on partirait de 4 milliards pour aller jusqu'à 10 milliards ici. Ça fait 150% de croissance entre 2025 et 2029. Retournant en arrière, on y est ici sur Prysmian. On partirait de 1,27 milliard pour aller à 3,13 milliards. On parle de la même croissance du résultat net. Et c'est ça qui est à prendre en compte. Maintenant, marge nette 6,64 pour Prysmian. Pour Amphenol, on est à 17,76. Et la vraie différence entre les deux business se fait là. Et la bonne chose, c'est qu'on sait prendre l'exemple sur Prysmian pour avoir des meilleures marges nettes. Alors ça se fait pas aussi facilement que ça, mais ça paraît possible puisqu'on a tout simplement le concurrent américain qui certes n'est pas exactement sur les mêmes segments et plus sur les connectiques, mais va réussir à avoir des meilleures marges que nous, entre guillemets. Je dis nous, alors je ne fais pas partie de l'entreprise. Maintenant, le juste prix, et c'est ce qui vous intéresse, je le sais, eh bien nous avons dans un premier temps, en termes de résultats, nous avons 4,3 de bénéfices par action à l'année 2025. On vise 10,6. Rendez-vous compte, c'est 150% d'augmentation. 150% d'augmentation sur 5 ans, ça veut dire plus de 20% par an attendu par les analystes. Plus de 20% par an. Je vais essayer d'aller vous le vérifier. On va retourner sur Zone Bourse. En termes d'analystes, qu'est-ce qu'on nous dit exactement? On aura peut-être un poil plus d'analystes et peut-être un petit peu plus de chiffres qui vont sortir. On va essayer d'aller voir ça. Il passe par une API plus robuste. On n'a pas encore... Ah ben voilà le gros problème de Zone Bourse. Bon, c'est pas grave. On va se baser sur une croissance de 16 à 18% par an. Et pour ça, sur quoi on va se baser? Sur le transcript, on a ici les guidances qui ont été relevées à 1,7 milliard contre 1,35 pour les free cash flow. Et donc, ça fait une grosse croissance. 1,7. Actuellement, je crois qu'on était à 1. Ouais, c'est ça, on était à 1,18. Vous le voyez, ça fait une croissance de fou. Mais sur les résultats, on nous dit en gros qu'on fait bien une belle croissance organique en termes de chiffre d'affaires et une encore meilleure en termes de résultats et que la guidance est clairement assez haute. Voilà, vous le voyez ici. À moyen terme, le discours est centré sur la croissance. Pour Digital Solutions, la marge devrait croître de manière linéaire pour atteindre le haut d'une fourchette de 25 à 30%. C'est assez énorme hein, quand on parle d'EBITDA. Partons sur 16%. Partons sur 16% de croissance et par contre on va prendre un PE qui est plus bas. On va même partir même sur 15% de croissance pour être un petit peu frileux comme on part sur 5 ans. On va prendre 15% de croissance et par contre on va prendre un PER beaucoup plus bas qui correspond au plus bas qu'on a pu toucher peut-être là, peut-être ici, autour de 21 fois les bénéfices parce que 14 à 15 fois les bénéfices c'est pas avec les multiples de croissance qu'on voit actuellement. Donc on va se mettre à 21 fois les bénéfices qui est la médiane littéralement de Prysmian. Et vous le voyez, les rachats d'actions, il y en aura peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Donc au prix actuel, qui est quand même un petit peu cher, en voyant 21 fois les bénéfices comme prix tout simplement, eh bien on se rend compte d'une chose en résultat net, c'est qu'on est actuellement toujours au-dessus. Donc on aurait un juste prix vers 118 qui nous permettrait de faire 12% par an. La réalité, c'est que là, on a été ultra défensif. Et si on se met sur le free cash flow, chose qui pourrait être pas mal, on soustrait les SBC parce qu'il y en a un petit peu, regardez, il y a une belle différence ici, il y en a un petit peu, les stock-based compensation, les actions qui sont données, c'est pas exactement comme ça, mais en termes de rémunération pour les différents profils à l'intérieur, en interne, les salariés quoi. Si on prend les bons 18% de croissance des free cash flow et un multiple un petit peu plus haut pour les free cash flow, on va plutôt être autour de 25, eh bien on se rend compte qu'on est encore au-dessus. Alors on va être plus bas, mais en fait il va y avoir une grosse année 2026, c'est pour ça qu'on est obligé de fausser un petit peu. Donc 107 de juste prix, je pense que le bon est plutôt sur les résultats nets. Je vais aller pousser ça de mon côté, hein, clairement, je ne vais pas vous le faire juste sur une vidéo de 2 minutes et me dire « Oh, je vais prendre mon 118 ». Non, c'est plus complexe que ça, mais je vais vraiment étudier ce dossier et ne soyez pas étonnés si vous me voyez l'intégrer. De toute manière, je vous ferai une vidéo quand j'intègre une position dans mon portefeuille et vous me verrez sûrement l'intégrer dans mon portefeuille si on revient à un bon prix. Bien sûr, ça réunit pas mal de si. Maintenant, si on voit une croissance à 16,5 comme on nous annonce sur les 5 prochaines années en termes de résultats nets, vous voyez que le prix actuel, bon après, on est sur un gros multiple, le prix actuel de Prysmian est peut-être le bon en réalité.
et on n'est pas survalorisé par le marché. Alors pour moi, on n'est pas survalorisé, on n'est pas sous-valorisé non plus. C'est une très bonne entreprise que vraiment je compte intégrer dans mon portefeuille. J'espère vraiment intégrer dans mon portefeuille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce bleu, par un abonnement, puisque lundi prochain, vous avez rendez-vous avec moi pour découvrir une nouvelle société, qu'elle soit européenne, que ce soit Prosus, ou sinon, mettez-moi en commentaire l'entreprise que vous voulez voir. La plus likée aura peut-être sa vidéo. Sinon, il y a eu un sondage sur Discord et tout simplement, on suivra ce sondage sur Discord. Bref, c'était Jackson. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, journée, peu importe à quelle heure vous regardez. On se retrouve les lundis, mercredis, vendredis à 18h pour des vidéos bourse et investissement. Ciao, ciao.